crois qu'on est rendu à un point dans notre relation où on peut se dire les vraies affaires. Et je pense que c'est le moment qu'on en parle parce que je crois que tu as vraiment un problème de jeu. Le débat sur la façon dont nous jouons à nos jeux de société, la durée de vie de nos jeux et la consommation excessive qui peut en découler est de plus en plus présente dans la communauté ludique. Les questions qui se posent sont nombreuses, allant de notre réel engagement dans nos jeux à l'impact de cette consommation sur notre espace de vie. Doit-on nous interroger sur notre pratique de jeu? Devons-nous prendre conscience de cette consommation excessive ou risquons-nous de nous culpabiliser en tant que joueurs passionnés? Ces questions sont d'autant plus cruciales à une époque où la multiplication des sorties de jeux est devenue la norme. Les propos de différents acteurs de la communauté ludique soulignent ces problématiques. JP, de l'école du jeu, aborde les 5 raisons pour lesquelles l'acquisition de nouveaux jeux n'est pas toujours nécessaire. The Incredible met en évidence la surabondance des sorties de jeux et souligne la transformation de ces jeux en produits de consommation jetables. L'accent est mis sur la course à la nouveauté où la rejouabilité est remise en question. La recherche de la perle rare pousse les joueurs à suivre les tendances, parfois au détriment de leur propre plaisir. Dans le podcast Analysis Paralysis, à travers le discours de Mathias, Polgara, Pénélope, Gauthier et Zéphiriel, soulève le fait que la passion pour les jeux de société doit avant tout reposer sur le plaisir et le partage, que notre consommation n'est pas réellement un problème ou qu'en tout cas ce n'est pas de notre ressort. Le FOMO, Fear of Missing Out, est omniprésent et le débat se poursuit sur la légitimité de jouer à une très grande variété de jeux. Il est indéniable que la discussion sur la manière dont nous jouons à nos jeux de société et sur notre consommation de ces jeux est devenue de plus en plus pertinente. Cependant, il est essentiel de comprendre que ces débats ne sont pas destinés à critiquer ou à culpabiliser les joueurs, mais plutôt à susciter une réflexion sur notre pratique ludique. Je tiens à souligner que pour étayer mes arguments, j'inclurai des extraits de ces discussions. Mon intention n'est nullement de critiquer quelqu'un ou ni de remettre en question ses dires. En réalité, ces expressions ont été entendues de diverses personnes et je les considère comme des exemples pertinents pour illustrer mes points. On est complémentaires les uns les autres. Cette idée qu'il y a bons joueurs, mauvais joueurs m'exaspère au plus haut point. Il y a eu une époque où on opposait parfois les joueurs experts aux joueurs moins experts. Il y avait vraiment cette notion de ça c'est un vrai joueur, ça c'est pas un vrai joueur. Et en ce moment, j'ai l'impression, effectivement, il y a un petit truc qui s'installe de si t'as pas joué 50 fois à ta boîte, t'es pas un vrai joueur et il faut absolument rejouer avant de se lancer. Pour aborder ce sujet de manière plus approfondie, il est nécessaire de distinguer les profils et les catégories de joueurs. Les catégories incluent le grand public, les joueurs occasionnels, les familiaux, les initiés et les experts. Ce sont des classifications générales, mais qui sont plutôt reconnues. En revanche, on parle peu de profils de joueurs. J'en ai identifié 4 principales, le collectionneur, le hardcore gamer, le néophile et le ludomane. Tu vois, être collectionneur, c'est bien. Et c'est valorisé. Et c'est valorisé. Et c'est un signe que tu es d'une forme de stabilité dans tes goûts, etc. Et la collection n'est pas du tout vue de façon négative. Le collectionneur est une personne qui acquiert des jeux pour des raisons spécifiques, que ce soit pour leur valeur artistique, esthétique, documentaire ou même affective. Le collectionneur ne se contente pas d'acheter des jeux pour les avoir, il les choisit méticuleusement. Mais grosso modo, je joue majoritairement à des jeux que je connais déjà et que j'ai aimé, plutôt que de dire « Ah tiens, je vais absolument tester toutes les nouveautés. » Parce que franchement, des fois, c'est juste médiocre et je dis « Mais pourquoi je me suis emmerdé? J'aurais préféré jouer en petit peu. » Oui, c'est à la fois du temps, de l'argent, du temps qu'on ne consacre pas à autre chose, et en particulier à des jeux qu'on aime. Le hardcore gamer est celui qui investit beaucoup de temps et d'efforts dans un jeu, cherchant à explorer toutes ses facettes. La qualité prime sur la quantité et ces joueurs préfèrent les jeux éprouvés aux nouveautés. J'aime découvrir, j'aime décortiquer les règles, j'aime être surprise, j'aime étudier le jeu. Est-ce que cela ferait de moi une joueuse moins qualitative qu'un joueur qui rejoue? Le néophile est attiré par la nouveauté, la variété. Le FOMO est son moteur, le poussant à suivre les tendances du moment et à essayer autant de jeux que possible. D'encourager les gens à être rationnels, à réfléchir aussi, puis à apprécier les jeux de société qu'ils possèdent comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des outils pour passer du bon temps avec notre entourage plutôt que des bouts de carton qui traînent sur des étagères et qui amassent la poussière. Le joueur compulsif, que nous appellerons ici le ludomane, suscite souvent des critiques en raison de son comportement compulsif. Pour lui, le plaisir se trouve principalement dans l'achat impulsif, accumulant de nombreux jeux sans réellement y jouer. Souvent, les nouveaux venus qui découvrent l'univers des jeux de société se lancent en tant que ludomanes. Tout semble attrayant, et on n'a pas encore connaissance de nos préférences. C'est le temps et l'expérience qui va nous guider dans nos choix. Ce qui est souvent critiqué, ce sont ces achats impulsifs et irréfléchis.
ces boîtes de jeux qui restent non jouées, ces piles de jeux non explorées, que l'on surnomme d'ailleurs la pile de la honte. Ces profils que je viens de citer ne sont pas rigides, et de nombreux joueurs peuvent présenter des caractéristiques de plusieurs d'entre eux et changer de profil sur la durée. Cependant, ils offrent des perspectives intéressantes pour comprendre comment les joueurs abordent les sujets autour du jeu de société, et notamment la question de la rejouabilité. J'ai une théorie, c'est qu'en vrai les jeux sont présentés maintenant comme des livres ou des films. Oui, c'est du consommable jetable. Parce que concrètement, un bon film, un film que j'aime beaucoup, moi j'ai des films que j'aime beaucoup, je les ai peut-être vus 3, 4, 5 fois, et je suis très content de les avoir vus. Après, on a souvent des bibliothèques de livres et des bibliothèques de DVD, on regarde pas tous nos films tous nos livres. Je suis d'accord, il y a un truc à dire. Je sais qu'il y a un rapport actuel au « je joue pas ». Je dois le. En fait, le vrai problème là-dessus, pour moi, c'est la place que ça prend. Mais ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, l'argument de la rejouabilité d'un jeu, il est de moins en moins présent, parce que qui fait 20 parties d'un jeu? Voilà. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand je dis que j'ai joué à tel jeu 20 fois ou 30 fois, on me dit « Ah bon, comment tu fais ?» Je dis « je joue pas aux autres. » C'est vrai qu'il y a une tendance ces dernières années, enfin ça dépend des jeux, mais il y a des... Un jeu va être d'autant moins rejouable qu'il est peu interactif et que c'est du multiplayer solitaire. Mais c'est aussi lié au fait qu'on met tout le temps la rejouabilité d'un jeu comme un argument positif, alors que c'est un argument qui n'a aucun intérêt, la rejouabilité. Mais vraiment, c'est le dernier des arguments. Si ta partie immédiate, elle est pas appréhendée, tu vois, c'est vraiment un plaisir immédiat. Déjà, il y a un problème. Et puis il y a des jeux qui peuvent être très bien que sur une seule partie. T'as pas besoin d'en avoir fait 10 derrière, quoi. La question de la rejouabilité est indéniablement liée au profil du joueur. Je m'explique. Les hardcore gamers sont plus enclins à rejouer un jeu qu'ils aiment, tandis que les néophiles cherchent constamment de nouvelles expériences ludiques. Les joueurs vont choisir selon leurs critères de collection les jeux souhaités et ne cherchent pas forcément la rejouabilité. Cette divergence d'approche peut entraîner des désaccords, mais elle est également le reflet de la diversité de la communauté ludique. La rejouabilité est un argument qui perd de la valeur également du fait de notre volonté à acheter des nouveaux jeux, comme si ceux que nous avions n'étaient jamais suffisants. Et quand j'ai l'impression que mon bonheur descend parce que j'ai eu une mauvaise journée, parce que je me suis fait engueuler au bureau, ou je sais pas, il fait babo et j'avais prévu de sortir n'importe quoi, j'ai besoin de remonter ce niveau de bonheur, donc je vais acheter quelque chose. Je suis complètement d'accord. Exactement. Et du coup, je vais faire une dépense sur Philibert au hasard et me mettre 3 trucs dans le panier, acheter, et mon niveau de bonheur a sensiblement augmenté pour moi. À niveau 8, je suis très content, puis il va redescendre à mon niveau normal le temps de la réception de mon colis, et quand mon colis est là, je suis à un niveau 9 parce que je suis trop content d'ouvrir le truc, et dans 1 heure après, il sera à niveau 0, enfin à niveau normal. Et en fait, il faut juste, alors je dis ça, j'y arrive pas moi-même, se dire que en fait notre niveau de bonheur il est très bien, mais il faut savoir le comparer avec autre chose. C'est le trait psychologique de ça, quoi. Et je trouve ça super intéressant du coup. Je vais beaucoup moins à l'achat compulsif. Je vais beaucoup essayer d'essayer les jeux. Avant, j'achetais à l'aveugle. Et là, ça a été la période la plus terrible. Pour moi, c'était vraiment ce truc de... Avec Marjo, on était toutes les semaines en boutique et on avait un budget et on a droit à 100, 150 balles par semaine. Et là, bon, c'était devenu un problème. Mais moi, je trouve ça effectivement difficile parce que je me rends compte que j'achète beaucoup de jeux auxquels je crois que je ne jouerai jamais, quoi. Il faut quand même trouver la parade, peut-être à un moment. Cette soif d'achat n'est pas toujours justifiée et peut parfois servir de simple palliatif à notre anxiété. Que ce soit dans le domaine des jeux de société ou d'autres domaines, l'acte d'achat procure une satisfaction immédiate. Une fois que le jeu est reçu, il finit souvent relégué dans un placard. Ce comportement, lié à l'achat compulsif, est désigné sous le terme d'oniomanie. Nous sommes tous plus ou moins touchés par cette tendance, mais prendre conscience de cette propension et la reconnaître peut nous aider à la modérer. Notre cerveau commence à sécréter cette fois-ci de la sérotonine qui va nous rappeler que jeu égale plaisir. Donc, plus de jeux égale plus de plaisir. Qu'est-ce que je fais à acheter ces boîtes, à y jouer une fois, à les revendre, à faire des Kickstarter, à les recevoir, à jamais les ouvrir, à les revendre, voilà, tous ces trucs-là. Et au final, je crois qu'à un moment, tu dis que en fait, c'est aussi mon plaisir, c'est de découvrir des choses nouvelles, c'est d'ouvrir des boîtes, c'est de lire des règles. Cependant, ce n'est pas la seule cause à nos achats compulsifs. Un phénomène est au cœur des débats, le FOMO, la peur de rater quelque chose. C'est un concept psychologique qui décrit l'anxiété ou la crainte de manquer une opportunité, un événement ou une expérience que d'autres semblent vivre ou apprécier. Le FOMO est largement répandu dans la société contemporaine, en grande partie grâce à la montée des réseaux sociaux et de l'information en temps réel. Mais alors, à qui la faute ? Ce qui est intéressant à observer, c'est que la responsabilité est différente en fonction du profil de joueur.
Là où les hardcore gamers estiment que la responsabilité leur incombe, que c'est à eux de faire le tri, les néophiles pensent que le problème réside dans le rythme des publications des jeux et dans les décisions des éditeurs. C'est la peur de manquer, la perle rare, qui m'a rendue, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, experte dans mon domaine. Ce que je crois, c'est que le problème du FOMO réside dans la façon dont le monde l'utilise contre nous. La société nous abreuve de contenu et de jeux. Ceux qui veulent vendre exploitent cette faille pour vendre encore plus. À cause de cela, j'ai 450 boîtes dans un 40 mètres carrés. Alors oui, j'aimerais des fois, souvent, que les éditeurs prennent une pause, que j'ai le temps de finir ce Pandemic Legacy ou de rejouer à Tigre et Euphrate, parce que je l'aime tellement. Nous, on va suivre le rythme de ce qui sort. Moi, s'il y a beaucoup de jeux, je vais suivre ce rythme-là. S'il y en a moins, j'aurai un rythme moindre, mais je ne serai pas plus ou moins dans le FOMO. Et c'est pour ça que je dis que le problème, c'est plutôt en face. Et qu'il y a après, par contre, une production qui est effectivement trop massive et parfois pas assez qualitative. Là-dessus, on est complètement d'accord. En fait, on est très culpabilisé en ce moment de ce truc-là parce que c'est associé à l'achat, à la dépense et au monde capitaliste, pardon, je le dis, dans lequel on vit. Mais s'il n'y avait pas cette notion-là et que c'était purement juste j'ai envie de découvrir, si on n'était pas, si c'était pas exploité contre nous-mêmes, en fait, est-ce que ça serait vraiment un mal ? Oui, il y a une part, en fait, j'ai envie de dire, il y a une part de névrose au départ. Ça exprime une faille, ça exprime un vide. Mais si ça crée quelque chose de positif au final, tant mieux. Ces citations mettent en évidence la préoccupation que le FOMO soit exploité par les éditeurs pour inciter les joueurs à acheter de nouveaux jeux. Certains joueurs souhaitent que les éditeurs ralentissent le rythme de publication pour permettre de profiter pleinement des jeux déjà existants. Les joueurs semblent pris au piège dans le rythme effréné des nouvelles sorties de jeux et estiment que le véritable problème réside du côté des éditeurs qui créent cette frénésie de consommation. Je crois qu'en tant que consommateur, on doit être vigilant et méfiant par rapport aux campagnes de sociofinancement qui mettent de la pression à acheter ce jeu maintenant parce qu'il ne sera jamais disponible en boutique. Oui, mais en fait, tu les achètes, c'est la hype, le temps que la hype passe, t'es plus hypé et en plus tu vois que plus personne n'y joue et tu relis des critiques, tu re-regardes des critiques qui finalement te déhype et en fait tu te dis dans mes ordres de priorité ça passera jamais donc je préfère m'en débarrasser maintenant. La hype est à la fois excitant et un cercle vicieux. Alors que les joueurs sont enthousiastes à l'annonce d'un nouveau jeu et l'acquièrent, les autres joueurs sont passés à un autre jeu et la hype disparaît. Nombreux sont alors les jeux qui disparaissent pour rejoindre le monde des jeux oubliés, remplacés par une nouveauté constante. Par contre, là où je pense qu'il faut quand même cibler une certaine dérive du milieu du jeu, c'est oui, on a envie de tout voir, mais en réalité, on voit beaucoup de mauvaises choses. Et on pourrait, entre guillemets, réussir à être dans un FOMO plus positif de quête de choses meilleures plutôt que de courir après cette pléiade de choses qui ne vaut pas forcément le coup. Le FOMO peut pousser les joueurs à rechercher constamment de nouvelles expériences, même si cela signifie passer à côté de jeux de qualité. L'idée d'un FOMO plus positif implique de canaliser cette énergie, ces hypes du moment, pour se concentrer sur des expériences plus enrichissantes et significatives. Le JOMO, Joy of Missing Out, ou la joie de passer à côté, est une pratique qui vise à se focaliser sur ce que nous possédons déjà, à prendre de la distance sur ce qu'on nous montre, à se rappeler que la hype n'est que temporaire. Dans le secteur du jeu de société, cela signifierait rejouer à ces jeux, attendre que la hype passe et prendre le temps de la réflexion avant d'accueillir un nouveau jeu. Je dis que sans doute c'est le FOMO qui m'a amené ici, c'est tout à fait vrai. C'est cette obsession de et cette boîte, donc ça crée une... De toute façon, est-ce qu'on peut vraiment devenir un peu spécialiste dans un domaine sans avoir ça ? Le FOMO nous pousse à rechercher la connaissance dans tous les domaines, à rester informé sur tout. Mais selon mon point de vue, il ne favorise pas la spécialisation. Un influenceur qui se focalise sur une mécanique ou des styles de jeu particuliers aura davantage de pertinence et de valeur ajoutée par rapport à un créateur de contenu qui s'étend sur de multiples sujets. Prendre le temps de découvrir des jeux plus anciens et des titres provenant de différents pays renforce le niveau d'expertise de la personne. Je pense notamment à la chaîne Jaco Oppose des ouvriers qui est pour moi un exemple dans ce domaine. C'est d'ailleurs sur ce levier que fonctionne le boulot de l'influenceur. Regarde ce que j'ai, où je suis, avec qui, pour donner envie d'être au même endroit et de faire la même chose, y compris dans l'univers qui nous concerne, celui du jeu de société. Sur YouTube, souvent je remarque les YouTubeurs ludiques qui sont assis devant une montagne de jeux de société. Vous en voyez une partie derrière moi dans mon arrière-plan habituel.
en tant qu'influenceur ludique, il faut faire attention aux messages qu'on véhicule, d'où la raison, entre autres, de cette vidéo précisément. On va pas, c'est un peu pour indiquer une direction de la chaîne, on va parler de nouveautés, mais de manière réduite, parce qu'on veut un peu moins participer à ça. On en avait déjà parlé, mais L'impact des médias, et en particulier des influenceurs, dans ce débat ne peut pas être ignoré. Si ces sujets arrivent aujourd'hui, c'est notamment car des influenceurs s'expriment et vont à contresens de ce qui existait, c'est-à-dire la profusion de nouveautés et la consommation irraisonnée. Il est intéressant de constater que, malgré ces interrogations et ces prises de parole, la place des médias dans cette dynamique est rarement remise en question. Les influenceurs jouent un rôle majeur en présentant de nouveaux titres et en suscitant l'intérêt des joueurs pour des nouveaux jeux. Ils représentent ce que sont des passionnés, l'idée qu'on peut s'en faire, et ce qui est montré, expliqué, voire défendu, impacte la vision des joueurs. Les influenceurs, dont certains ont fait leur métier, contribuent à l'enthousiasme initial, sollicitant le FOMO, et doivent se demander si leur rôle se limite à celui de simple vecteur publicitaire ou à celui de journaliste et critique objectif, mettant en lumière les aspects positifs et négatifs des jeux, mais aussi du secteur. En tant qu'influenceur, il est important de prendre du recul et de se demander quel message, quelle vision du joueur nous véhiculons. Mais faut pas culpabiliser le joueur d'avoir envie de tout voir, d'avoir envie de tout suivre et d'avoir envie en plus au milieu de cet immense océan de jeux de tout jouer pour être sûr de pas rater justement les bons qui commencent à être de plus en plus noyés dans la masse de ce qui est moins bon. Donc c'est à ça qu'on sert aussi. Et moi c'est le métier que je me suis donné en fait. Étant donné que le FOMO est au centre des conversations, je vous propose de faire un petit exercice. Je vous invite à écrire en commentaire de cette vidéo les jeux que vous n'arrivez pas à acquérir ou à jouer, et de préciser, si possible, si vous êtes au courant, s'il s'agit d'une rupture de stock temporaire ou d'une fin d'édition. En deuxième temps, je vous invite à parcourir les autres commentaires et à proposer des jeux semblables qui pourraient remplacer le jeu introuvable. Je pense réellement qu'il y a peu de grands succès qui sont inaccessibles, et que ceux qui sont difficiles à trouver peuvent être facilement substitués par un équivalent. Bien sûr, les financements participatifs qui jouent là-dessus sont un sujet important et qui mériteraient vraiment une vidéo à part. Non, mais par exemple, Ultimate Railroad, ils ont annoncé qu'il serait plus réimprimé parce qu'il n'a pas aussi bien marché qu'ils avaient prévu. Et aujourd'hui, Ultimate Railroad. Regardez sur Ocasio, c'est 150 € la boîte. Voilà.